est 9h30, je vous propose de commencer. Tout d'abord, je voudrais vous dire que nous sommes ravis, enfin je suis ravie à titre personnel, et puis toute l'équipe de l'INSP est ravie en fait de vous recevoir, même en virtuel. Alors on commence à avoir l'habitude, on n'était pas tellement habitué à cette modalité, et en fait, pour le coup, ça nous donne des idées pour la suite. Il est possible que nous proposions des modèles hybrides parce qu'on se rend compte qu'on peut toucher sur le territoire national un certain nombre de personnes. Alors, je tiens d'abord à remercier les deux conférenciers, Hugo Clément et Sylvain Doussot, pour leur participation à ces conférences. Ça fait longtemps qu'on voulait organiser des conférences sur cette thématique-là, et je me réjouis vraiment de pouvoir les entendre. Les pratiques pédagogiques se diversifient sur le terrain, et il nous semble indispensable en tant qu'institut universitaire d'apporter un regard scientifique pour évaluer les effets de ce type de pratique. Alors ce cycle de conférences recherche est très important pour notre institut. Elle permet vraiment d'apporter un certain nombre de réflexions, voire parfois des pistes de réponse, voire parfois des réponses aux problématiques que nous nous posons. Alors, je vais d'abord présenter Hugo Clément pour cette conférence. Alors, excusez-moi, je reprends. J'ai fait un document à part, j'aurais dû l'imprimer. Donc, Hugo Clément est agrégé et docteur en philosophie. Il est chargé de cours à l'Université de Tours en philosophie et à l'ENS de Lyon. Et il est également chercheur associé dans différentes unités de recherche. Ses recherches se portent principalement sur la philosophie du cinéma et des séries télé en général, et les philosophies analytiques et post-analytiques du cinéma en particulier. Il est également auteur de plusieurs livres et articles sur le sujet, et il a également dirigé un ouvrage collectif sur l'enseignement de la philosophie avec le cinéma. Il administre également un groupe Facebook « Enseigner la philosophie avec le cinéma et les séries télé » et il organise un cycle de conférences philosophiques, Serial Philo, sur les séries télévisées depuis 2013. Donc voilà pour notre premier conférencier. On écoutera la conférence de M. Clément de 9h30 à 10h30. On aura ensuite une quinzaine de minutes pour les questions, une pause, et puis ensuite, à partir de 11h05 jusqu'à 12h05, la conférence de Sylvain Doussot aura lieu. Alors, Sylvain Doussot est professeur des universités en didactique de l'histoire à l'INSP de Nantes, et il est également membre du Centre de recherche en éducation de Nantes, qui est un laboratoire pluridisciplinaire. Il appartient plus particulièrement à l'axe savoir, apprentissage, valeurs en éducation, qui est un axe qui contribue à la formation des enseignants. Alors, il est également auteur de nombreux ouvrages, articles et directions d'ouvrages en didactique de l'histoire, et c'est la raison pour laquelle nous l'accueillons aujourd'hui. Il s'intéresse en particulier à l'usage des séries télévisées dans l'apprentissage de l'histoire. Voilà, alors je vous propose de commencer les conférences. Je vous explique un peu le fonctionnement. Si vous avez des questions, pour éviter, étant donné qu'on est nombreux et que le distanciel n'est pas toujours évident, je vous propose de poser vos questions via le chat. Si vous pouviez poser des questions les plus précises possibles, je les combinerai et je poserai ensuite les questions aux conférenciers. Si j'ai un doute sur la question et sa teneur, dans ces cas-là, je me permettrai de demander à la personne qui l'a posée de prendre la parole. Est-ce que tout va bien pour vous ? Très bien. Eh bien, Monsieur Clément, je vous propose de commencer. Nous vous écoutons. Petit détail également pratique, je demanderai également aux auditeurs de couper leur micro pour éviter toute interférence auditive. Voilà. À tout à l'heure. Bonne conférence. Merci beaucoup, Caroline Desson, de cette présentation puis de cette invitation. Je remercie également Jérôme Lancien et Florine Solos, avec qui j'ai eu des contacts pour préparer
cet exposé. Je me réjouis alors d'être présent ici, même si je regrette fortement de ne pas m'être déplacé sur l'île, dans cette belle région que j'aime beaucoup, même si je la connais finalement assez peu. Je me réjouis d'autant plus que ce que je vais vous présenter est lié euh, à l'ancêtre de l'INSPE, l'IUFM, et puis également à plusieurs collègues de philosophie de l'Académie de Lille. Donc il y a quelque chose de cohérent en fait à intervenir aujourd'hui pour l'INSPE de Lille. En effet, c'est lors d'un stage à l'IUFM de Nantes que en 2000 que j'ai découvert cet usage des présentations PowerPoint et des extraits vidéo pour enseigner la philosophie, et j'avais été assez vivement impressionné par les effets, les vertus de ce type d'enseignement. Donc, j'ai cherché à le faire dans ma propre pratique ensuite. Quant à mes liens avec l'académie, j'ai eu la chance de participer à un festival philosophie et cinéma qui avait lieu pendant 6 ans à Lens-Liévin, et qui était organisé par Clovis Fauquemberg. J'ai rencontré Sébastien Charbonnier, qui est maître de conférence en philosophie de l'éducation à l'Université de Lille, ainsi que Guillaume Lequien, un ancien collègue de l'Académie qui est maintenant dans l'Académie de Versailles, je crois. Et puis l'ouvrage collectif dont je vais reparler, là, sur l'enseignement de la philosophie, il a été édité et puis commandé en quelque sorte par Didier Moulinier, qui est aussi un collègue de l'Académie. Enfin, bien sûr, j'ai beaucoup de chance d'avoir comme inspecteur de philosophie depuis plusieurs années dans mon académie quelqu'un qui a été inspecteur dans l'académie de Lille pendant longtemps, à savoir Éric Lecoquille, et qui m'a beaucoup soutenu et encouragé dans le genre de démarche que je vais vous exposer maintenant. Donc, je compte proposer donc une intervention qui comportera 3 points. Dans un premier temps, je vais essayer de justifier la légitimité de l'enseignement de la philosophie avec le cinéma et les séries télévisées. Après quoi, je présenterai donc une expérience d'enseignement de la philosophie avec le cinéma, à savoir la mienne. Et enfin, j'essaierai de faire un éloge appuyé de cette pratique de façon générale. Dans un premier temps, donc, je voudrais répondre à au moins une objection qui peut être faite notamment en philosophie contre cet usage des images animées. Et j'en profiterai ensuite par énumérer, plutôt que vraiment critiquer, d'autres préjugés qui peuvent empêcher qu'on se rapporte correctement à cette modalité d'enseignement. Je m'inspire ici de la démarche d'Ernst Gombrich dans sa fameuse et classique Histoire de l'art, qui, dans son introduction, essaye d'identifier des préjugés qui peuvent empêcher les personnes de se rapporter correctement à l'art et à son histoire. Donc, dans un premier temps, il est assez facile en philosophie de critiquer le cinéma de façon générale et, a fortiori, son usage dans l'enseignement, en considérant qu'il est paradoxal pour un professeur de reproduire dans sa salle de cours ce qui semble correspondre à la fameuse allégorie de la caverne de Platon, une allégorie qui vise justement à expliquer que apprendre à philosopher doit passer par une prise de recul, même une rupture avec la façon ordinaire de considérer le monde, qui serait assez analogue à celle des spectateurs dans une salle de cinéma, puisque les prisonniers dans cette caverne sont enchaînés et condamnés à ne regarder que les ombres projetées sur un mur, un écran, qui ne sont donc pas la réalité. Alors, pour répondre à cette objection, je propose d'abord de faire remarquer qu'elle a été réglée par les professeurs de philosophie depuis longtemps, puisque ça fait très longtemps que les professeurs de philosophie utilisent le cinéma, comme d'autres professeurs d'autres disciplines. Mais qu'en outre, si on considère que l'image, ce n'est pas nécessairement le portrait, la peinture ou la figuration, mais ça peut être aussi tout usage d'un élément concret pour représenter une idée abstraite, alors on pourra dire que la question a été réglée par les philosophes eux-mêmes. Je veux dire les grands philosophes, ceux qui font son histoire,
puisqu'ils n'ont pas hésité à utiliser de nombreuses images, en ce sens très général, hein, des histoires, des exemples, pour exposer leurs pensées. Je pense à l'histoire d'un coureur athlétique qui peut et ne peut pas dépasser une tortue. Je pense à une histoire de démon intérieur qui empêche l'erreur, c'est le daimon de Socrate. Je pense à un anneau qui rend invisible les méchants, c'est l'anneau de Gygès chez Platon. Je pense également à un attelage de chevaux ailés qui empêche l'âme de se maintenir au niveau des idées, c'est l'attelage du Phèdre de Platon. Je pense à un âne qui meurt de faim ou de soif alors qu'il est placé à mi-chemin d'un bac d'eau et d'un bac de grains, c'est l'âne du philosophe Buridan. Je pense à des sociétés parfaites qui n'existent nulle part, ou encore à des états sans état, où la vie de l'homme est solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève. C'est le concept d'état de nature. Moi, je pourrais bien sûr poursuivre cette liste, mais je pense que ça suffira pour ma démonstration. Or, quand on réfléchit à ces petites histoires philosophiques qui ont un rôle peut-être beaucoup plus important que les philosophes ne tentent généralement à le reconnaître, on s'aperçoit que ce sont des histoires qui ressemblent à ce qu'on appelle des pitchs cinématographiques, c'est-à-dire de très très courts résumés d'une histoire qui va pouvoir être développée ensuite en œuvre audiovisuelle, que ce soit film ou série télévisée. Et donc, de nouveau, hein, sans chercher aucunement l'exhaustivité, on pourra trouver que l'allégorie de la caverne, que Platon lui-même utilise, et de façon générale, les images et les mythes sont très fréquents dans sa pensée, et notamment au moment clé, c'est-à-dire au moment où on aimerait avoir une solution beaucoup plus claire et conceptuelle. Donc l'allégorie de la caverne correspond à un très grand nombre de films, et notamment peut-être le plus célèbre, c'est le film Matrix des Wachowski. L'Achille, bon là je triche un peu parce que c'est un film de Kitano qui s'appelle Achille la tortue. Le Daimon, alors je pense que La dernière tentation du Christ, le film polémique et scandaleux de Scorsese à l'époque, nous représentait ainsi la voix de Dieu dans la tête de Jésus. L'anneau de Gygès, c'est bien sûr le Seigneur des Anneaux. L'attelage du Phèdre, ça peut être Dr Jekyll et Mr Hyde. L'âne de Buridan, Mr Nobody. Les utopies, elles sont nombreuses. La machine à explorer le temps, Zardoz, l'âge de cristal, etc. Alors, une remarque, hein, cette liste, je ne l'ai pas dressée tout seul. Je me suis fait aider d'une communauté d'enseignants et de chercheurs que j'ai rencontrés de façon numérique en créant d'abord une liste de diffusion par mail, et puis ensuite une communauté Google et finalement un groupe Facebook intitulé « Enseigner la philosophie avec le cinéma et les séries ». Donc on m'avait suggéré certaines références. Et une chose intéressante, c'est qu'en fait, on n'a pas trouvé d'authentique utopie dans l'histoire du cinéma, dans la mesure où, dans chacun des 3 films, par exemple, que je viens de citer, ces sociétés heureuses, en fait, s'appuient sur un secret qui, en général, relève de quelque chose comme une forme d'esclavage pour une autre société. Donc il n'y a pas de société parfaite, enfin pour l'instant à notre connaissance, dans les utopies cinématographiques. Enfin, l'état de nature, bon alors ça on en a beaucoup, on a Mad Max, mais on a aussi toutes les œuvres post-apocalyptiques, puisque ce sont des retours à l'état de nature après la société. Bref. Voilà une première réponse à cette objection. Il y a une deuxième réponse, et puis ça sera la dernière, c'est celle qui consiste tout simplement à s'intéresser au programme de philosophie en terminale. Ça, c'est celui de l'an dernier. Bon, je dirais tout de suite que les choses ne changent pas fondamentalement avec le nouveau programme. Donc quand on s'intéresse à ce programme de philosophie, qui contient notamment un programme d'auteurs, on s'aperçoit que les philosophes les plus récents, les plus proches de nous, eh bien, se sont intéressés eux aussi au cinéma et ont donc considéré que ce n'était pas un objet indigne d'étude. Je pense à Heidegger, qui a pu écrire certaines pages sur le Rashomon de Kurosawa. Je pense à Wittgenstein, dont l'amour pour le cinéma était très connu et puissant. Hein. On raconte que quand il est arrivé aux États-Unis, la première chose qu'il a demandé, c'était s'il pouvait voir Betty Grable, qui était une pin-up, une actrice américaine, dont il était absolument fan. Je pense également à l'amour de Jean-Paul Sartre pour le cinéma. Quand il était professeur en lycée, il a même fait un discours devant les lycéens qui s'appelait « Apologie pour le cinéma ». Pascal Fautrier, dans un très long article et très, très stimulant, soutient même que si Sartre est devenu écrivain et auteur de théâtre, c'était par frustration de ne pouvoir devenir
un réalisateur ou un scénariste de cinéma. Vous savez peut-être qu'il a essayé de collaborer avec John Huston pour la scénarisation d'une œuvre biographique autour de Freud, mais que ça a échoué. Sartre ne faisant visiblement pas beaucoup d'efforts dans ce travail, puisque après avoir vu sa première version du scénario rejetée par Huston parce que déjà trop longue, il a proposé une version encore plus longue qui aurait exigé qu'on fasse un film de 6 heures, ce qui, en tout cas à l'époque, ne se faisait pas vraiment. Donc Huston a fini par faire son film tout seul, s'appelle Freud, Passion secrète, c'est un film qui est assez réussi, dont je parlerai dans un instant. Peut-être encore plus directement lié au cinéma, c'est la très belle conférence de Merleau-Ponty à l'IDEC, l'ancêtre de la FEMIS, le cinéma et la nouvelle psychologie, qui met en relation donc, la psychologie qui intéresse Merleau-Ponty, notamment la psychologie de la forme, Gestalt Theory, avec ce que le cinéma peut nous apprendre, notamment une conception holiste des phénomènes de l'esprit et le moyen d'y trouver une critique de ce qu'il appelle la psychologie classique, c'est-à-dire en gros la psychologie héritée de Descartes qui s'appuie sur une distinction entre le corps et l'esprit. Donc ça, c'est vraiment très, très important et très connu. Et ça, c'était le dernier auteur au programme jusqu'à l'an dernier, le plus proche de nous, Michel Foucault. Lui aussi s'est intéressé au cinéma et ses textes et ses paroles, ses écrits ont été réunis par M. Manéglier et Zabunian. Je pense qu'on trouve ici des raisons de considérer que le professeur qui enseigne la philosophie avec le cinéma ne trahit pas sa fonction en procédant ainsi. Et je vous avais annoncé donc le nouveau programme qui est beaucoup plus dense et long, avec plusieurs injustices qui ont été corrigées, l'inclusion d'autres philosophes que les philosophes occidentaux, et puis aussi et surtout l'inclusion de beaucoup plus de femmes philosophes. Alors, je n'ai pas eu le temps de me pencher davantage sur les rapports à la philosophie de ces nouveaux philosophes, ou plutôt ces philosophes nouvellement introduits, mais il est clair que si l'on songe simplement à Walter Benjamin, on a là un philosophe qui a vraiment pris très au sérieux le phénomène cinématographique et qui a commencé à nous donner des moyens de le penser, non seulement du point de vue de ce que ça change pour le concept d'art que d'avoir cette possibilité de reproduire à l'infini et à distance certaines œuvres, comme par exemple les performances théâtrales, mais aussi ce qu'il a pu dire de la figure de Chaplin et de ce qu'elle pouvait dire sur nous, spectateurs. Donc voilà, je m'arrête sur ce point. Je dresse une liste très rapide d'autres présupposés qui peuvent empêcher d'accepter cet usage du cinéma dans le cours de philosophie. Les philosophes spécialisés parlent d'essentialisme du médium, de fondationalisme, de purisme, d'illusionnisme. Ils remettent en question la distinction entre grand art et art populaire, entre cinéma pur et cinéma commercial. Et puis, ils s'attaquent aussi à ce préjugé qui consisterait à tenir l'expérience du spectateur ordinaire comme nécessairement pauvre et stupéfiante. Je ne peux pas développer, mais je vous renvoie, si ça vous intéresse, au seul ouvrage du grand philosophe américain Noël Carroll, qui a été traduit en français, La philosophie des films, chez Vrin. Avant de présenter ce que j'ai annoncé dans mon titre, à savoir les vertus, quelques vertus de l'enseignement avec le cinéma, les séries télévisées, je voudrais indiquer que ce que je vais vous présenter ne sera qu'un échantillon de ce qui peut être fait, évidemment, dans le domaine de l'enseignement avec le cinéma, puisque je suis professeur de philosophie avant tout, mais même du point de vue de l'enseignement du cinéma, ce que je fais n'est qu'une possibilité parmi beaucoup d'autres qui sont pratiqués par les collègues depuis longtemps. Pour vous donner une idée de cette variété des méthodes d'enseignement, je vais vous parler très rapidement du livre, non pas parce que c'est pas de l'autopromotion, c'est vraiment parce que je ne connais pas beaucoup de ressources dans le domaine de l'enseignement de la philosophie qui puissent qui soient disponibles pour ce que je peux vous en dire. J'ai à la demande de Didier Molinier, donc, qui dirige les éditions Les Contemporains Favoris, contacté des collègues, notamment par l'intermédiaire de ces réseaux sociaux dont j'ai parlé tout à l'heure.
donc ça a donné lieu à 12 contributions. Parmi ces contributions, on peut distinguer les cours qui se font en partant de la lecture suivie d'un film en entier, qu'il s'agisse d'un long ou d'un court métrage. Il y a aussi des cours qui s'appuient plutôt sur des extraits d'œuvres cinématographiques ou télévisuelles, donc ça, ce sera plutôt ma pratique. Il y a des cours qui se font en faisant faire des courts-métrages aux élèves. C'est ce qu'a fait Clovis Fauquemberg, et c'est ce qui est à l'origine en fait, de ce festival Eidolon, philosophie et cinéma, qu'il avait créé à Lens-Liévin. Il s'était trouvé confronté à la difficulté qui est assez récurrente malheureusement, et de plus en plus, d'obtenir des élèves de terminale qu'ils rendent des copies de dissertation. Donc il y avait une classe qui était dans une posture de refus par rapport à ça. Et il lui était venu l'idée de leur proposer de faire plutôt un court-métrage pour qu'il y ait néanmoins un travail de fait par ces élèves et qu'il puisse y avoir une forme d'évaluation. Les élèves se sont pris au jeu, ils ont rendu ces courts-métrages, mais évidemment, les autres élèves de Clovis, des autres classes, ont réclamé la même chose. Et c'est là que lui est venue cette idée d'un festival de courts-métrages pour inciter les élèves à philosopher malgré ce qui semble être une forme de barrière, à savoir la barrière de l'expression écrite. On peut aussi trouver dans le livre différentes formes, différentes modalités de rédaction. Il y a des essais libres, il y a des descriptifs de cours extrêmement précis, il y a des réflexions critiques et autocritiques instruites des derniers développements de la philosophie de l'éducation contemporaine, notamment le cas du très beau chapitre de Sébastien Charbonnier. Et dernière chose que je voudrais ajouter par rapport à la nature de ces contributions, ce qu'on apprend en lisant ces chapitres, c'est que enseigner la philosophie avec le cinéma n'implique aucune position ou posture idéologique ou philosophique par rapport à l'enseignement de la philosophie. C'est-à-dire qu'on va voir des chapitres qui vont montrer que enseigner avec le cinéma, ça doit conduire à remettre en cause la forme du cours magistral, mais il y aura aussi des chapitres qui montreront, à contrario, que utiliser des extraits de cinéma, ça peut permettre de continuer le cours magistral, mais sous une autre forme. On va trouver des textes qui resteront attachés à un programme de notions, c'est le cas du programme de terminale en France, et puis un chapitre au moins qui montrera comment on pourrait travailler aussi avec la philosophie et le cinéma autour d'un programme de compétences. C'est le chapitre d'un collègue belge qui nous parle de sa pratique ciné-philosophique. Bref, je pense que ce livre montre que enseigner la philosophie avec le cinéma est plus qu'une mode, au mieux stérile, au pire dangereuse. C'est une autre façon de continuer à enseigner la philosophie, un autre mode de l'enseignement de la philosophie qui n'est cependant pas sans effet, mais je soutiens qu'on ne peut pas aisément prédire quels sont ou quels seront ces effets si cet enseignement se généralisait davantage encore. Voilà, donc je passe rapidement sur les différents chapitres. Juste pour en mentionner quelques-uns que je choisis un peu au hasard, le premier chapitre serait un chapitre classique d'une leçon d'agrégation sur la technique, mais une leçon d'agrégation qui serait rendue plus accessible parce qu'elle se fait entièrement autour de la lecture de 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Le troisième chapitre présente une lecture suivie du film Agora, qui met en scène la vie d'Hypatie, une des rares grandes philosophes reconnues de l'Antiquité. Et c'est l'occasion pour son auteur d'aborder des thèmes et des problèmes et des notions aussi diverses que l'épistémologie, l'esthétique, la morale et la politique. Donc, grâce à ce film, le collègue traite de plusieurs notions importantes du programme. Pour ce qui est de l'enseignement de la philosophie, il y a un collègue très sympathique et excellent qui s'appelle Cédric Essette, qui travaille dans l'Académie de Lille, qui est un des principaux administrateurs de la page Facebook, du groupe Facebook Enseigne la philosophie, et puis qui m'aide aussi pour l'autre groupe Facebook Enseigner la philosophie et le cinéma. Cédric Essette, donc, il a proposé d'utiliser le cinéma pour réaliser une des tâches difficiles de l'enseignement de la philosophie en terminale, à savoir étudier une œuvre suivie, une œuvre complète suivie. Ce n'est pas toujours facile à faire avec les élèves qui ont tendance à se lasser assez rapidement.
Et son idée, ça a été d'étudier donc les 5 leçons sur la psychanalyse de Freud à partir du film de John Huston que je mentionnais tout à l'heure sur la vie de Freud. Donc on a un retour par rapport à ça. D'autres expériences, une expérience intéressante réalisée par Guillaume Lequin et qui peut-être dépasse les frontières du cours de philosophie, c'est la pratique de Guillaume Lequin, qui a trouvé de plus en plus difficile de se rendre dans des tribunaux pour montrer aux élèves comment se pratique la justice aujourd'hui, et qui a trouvé une solution avec le documentaire de Depardon, 10e chambre instant d'audience. Il fait ça très bien avec... il distribue des tableaux, des peines aux élèves, et puis il demande, après qu'on ait entendu donc les différentes parties lors du procès, il demande aux élèves de proposer un jugement. Il leur fait adopter la posture du juge, et bien sûr, c'est tout à fait efficace. Un autre collègue a fait un travail passionnant, c'est Bastien Sueur, qui, à ma connaissance, travaille encore au micro-lycée du Bourget, donc un lycée consacré aux élèves décrocheurs. Et ce sont des élèves qui peuvent être assez souvent issus de l'immigration. Il les a fait travailler autour du film Vénus noire de Keshish, avec des réactions très très fortes et qui ont conduit ensuite à une réflexion tout à fait engagée des élèves sur le contenu de ce film, hein, qui notamment est en lien avec ce qu'on a pu appeler malheureusement les zoos humains. Donc ça, c'était pour le cinéma qui s'appuie sur la lecture d'une œuvre suivie. Mais on peut aussi travailler sur d'autres formes, par exemple la forme courte. Alors c'est ce que soutient Sébastien Charbonnier, avec une thèse polémique, hein, qui suscite la discussion au moins, puisqu'il soutient qu'il ne faut pas passer d'extrait en classe, puisque c'est dénaturer l'œuvre audiovisuelle que de faire ça. Donc il propose plutôt de travailler à partir de courts-métrages qu'on pourra diffuser entièrement en classe beaucoup plus facilement que les longs-métrages qui nous prennent trop d'heures en fait par rapport au programme. Alors, c'est très bien argumenté, c'est vraiment c'est passionnant. Je ne suis pas d'accord avec lui, puisque moi, je pratique au contraire un enseignement avec des extraits, et je pense que c'est ce qu'on fait aussi, de toute façon, pour les textes littéraires ou philosophiques, donc je ne vois pas pourquoi on dénaturerait davantage les œuvres audiovisuelles que les œuvres complètes des auteurs. Mais je vous invite néanmoins à lire ce très bon chapitre de Sébastien. Le collègue belge donc, nous parle de sa pratique cinéphilosophique en Belgique. Clovis revient sur sa pratique, hein, des courts-métrages avec les élèves et puis la naissance du festival Edelon. Et enfin, vous avez un travail alors de niveau universitaire et qui est assez difficile d'accès, mais très, très passionnant tout à fait passionnant sur l'interprétation en sciences, en épistémologie, à partir de la série très populaire Dr House. Voilà, pour une rapide présentation de cette diversité des pratiques de l'enseignement avec la philosophie. Alors je passe maintenant à mon deuxième point. Je vais vous présenter donc mon expérience d'enseignement de la philosophie avec le cinéma, en essayant de la situer comme il faut, à savoir, c'est celle d'un jeune enseignant qui commence à enseigner sur 2 établissements avec un complément de service, avec des classes qui sont, on peut le dire, difficiles, puisque il y a beaucoup de classes de séries technologiques, y compris en lycée professionnel, et puis des classes qui peuvent aller jusqu'à 37 élèves, très, très agités. Pour qui la lecture est la plupart du temps considérée comme une punition. Alors, quand on demande de faire lire un texte, c'est une punition. De sorte que, assez rapidement, je me suis aperçu que j'étais un peu dans la position décrite par Antonin Artaud, à savoir un peu contraint de reconnaître que dans l'état de dégénérescence où nous sommes, c'est par la peau qu'on fera entrer la métaphysique dans les esprits, un peu comme ce pauvre Alex d'Orange Mécanique est contraint par l'État autoritaire qui l'a condamné à regarder des images violentes afin de l'en dégoûter. Alors bien sûr, moi, c'est quelque chose de beaucoup moins violent que je cherchais à pratiquer, mais mon idée a été très rapidement, grâce à cette formation que j'avais reçue à l'UFM, de mobiliser les ressources audiovisuelles pour appuyer mon enseignement. J'ai trouvé donc au cours de cet enseignement que je faisais 4 types principaux d'emploi des extraits cinématographiques. Alors il y a d'abord un premier emploi qui est un emploi illustratif,
C'est-à-dire que les extraits d'œuvres audiovisuelles vont servir à donner des exemples pour illustrer un concept, un problème ou un argument philosophique. Je vous montre un premier extrait, donc tiré de l'adaptation animée d'Astérix et le coup du menhir. Alors, mes amis, rien de nouveau? Non, nous avons fait bonne chasse. Moi, j'ai été aidé par Idéfix. C'est plus facile. Ah, j'oubliais. Nous avons croisé une patrouille de soldats romains. Ils sont fous, ces Romains. Voilà, donc cet extrait m'intéresse et m'intéressait d'abord quand je l'ai repéré en regardant ces dessins animés avec mes enfants. Parce qu'il illustre bien le concept d'ethnocentrisme, qui est un concept qu'on mentionne à certains moments dans le cours de philosophie, notamment quand on aborde la notion de culture. C'est cette tendance à faire de son ethnie ou de sa culture ou de sa société le centre du monde, à savoir de faire, c'est-à-dire de faire de nos manières de faire, de vivre, de penser, les critères pour juger dans l'absolu de ce qui doit se faire, de la façon dont on doit vivre ou de ce qu'on doit penser. De façon célèbre, Obélix considère que puisque les Romains ne font pas la même chose que les Gaulois, et puisque les Gaulois ont raison, alors nécessairement les Romains sont privés de raison, ils sont irrationnels, bref, ils sont fous. Ce que je n'avais pas prévu en découpant cet extrait, puis en y réfléchissant avec les élèves, c'est que c'est ce geste d'Obélix pour illustrer son propos, par lequel il va coiffer le sanglier qu'il a assommé d'un casque romain. Or, il se trouve que c'est une constante anthropologique, un universel anthropologique, d'après ce que nous disent les ethnologues, à savoir, puisque mon groupe représente la rationalité, il doit représenter aussi l'humanité la plus authentique, et par conséquent, tous ceux qui ne sont pas comme nous, sont nécessairement sous-humains, ce sont des barbares, et ça les rapproche donc assez nécessairement du statut des animaux. Donc ça, c'est un autre élément qu'on peut tirer de cette analyse, et évidemment, ce que les élèves vont dire ensuite, quand je les interroge en fin d'année avec des fiches pour leur demander ce qui leur a plu ou ce qui ne leur a pas plu dans le cours, ce qu'ils disent, c'est que grâce aux extraits, on retient mieux les concepts ou les définitions. Et puis, ça permet d'aller plus loin que la simple illustration d'un concept, puisqu'on peut même se servir de ces extraits pour analyser des questions philosophiques, notamment la question que je traite souvent avec ces extraits, c'est la suivante: peut-on dire d'une culture qu'elle est supérieure à une autre? Eh bien, où est le druide? Eh ben, on l'a pas eu. Quoi? Bah, c'est-à-dire, ils nous ont attaqués avec une force supérieure en nombre. Combien était-il? 2. Mais ils nous jettent des menhirs maintenant. Des menhirs? Ils sont fous, ces Gaulois. Oh, mais... Bon, je ne reviens pas sur ils sont fous, ces Gaulois, qui prouve ce que les ethnologues nous apprennent également, à savoir que l'ethnocentrisme est lui aussi un universel anthropologique. Tous les groupes ont tendance à considérer les autres comme moins humains ou moins rationnels qu'eux. Je ne m'attarde pas non plus sur les accents qui ont été choisis pour faire parler ces personnages qui représentent des soldats, des accents, donc bien sûr par rapport à la langue française, mais qui sont évocateurs de cette notion de culture. Je vous fais simplement donc remarquer
ce que dit le soldat qui doit se justifier devant son supérieur hiérarchique. Hein. Ils nous ont attaqués avec une force supérieure en nombre. C'est intéressant puisque mon sujet, c'est, peut-on dire, d'une culture qu'elle est supérieure à une autre. Et donc, ça permet de comprendre qu'il va falloir préciser cette notion de supériorité, se demander si c'est une question quantitative, qualitative, et si on parle de qualitatif ou de qualité, de quelle qualité est-ce qu'on parle, qu'est-ce qui va nous permettre, autrement dit, de juger, d'évaluer les différentes cultures. Quels critères allons-nous pouvoir trouver pour faire cela? Et bien sûr, on est au cœur du problème philosophique posé par la question philosophique. Voilà, je soutiens que ce détour par l'image animée et par une histoire parfaitement simple et compréhensible par tous n'est pas une façon de se rallonger, mais au contraire un raccourci pour aller plus directement vers le problème qu'on doit chercher à traiter. J'avance sur cet usage, on pourrait bien sûr en donner bien d'autres exemples. Un deuxième emploi ou deuxième usage d'extrait va consister à exposer un problème philosophique. Bon, j'ai déjà commencé à le faire ici, mais j'ai déjà commencé à vous montrer comment ça pouvait fonctionner, mais on pourrait le faire à partir d'autres exemples comme le film de Spielberg, Minority Report, qui a été inspiré donc de la nouvelle de Philip K. Dick, Le rapport minoritaire. Je montre juste cet extrait. Bon, Jack, qu'est-ce qu'on a? Ball rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin, blanc, la quarantaine. Agatha fixait l'heure du meurtre à 8h04, mais les jumeaux sont plus flous, alors on va attendre confirmation. Le lien est encore incertain, nous avons les témoins en liaison dès maintenant. Ce sera l'affaire numéro 1108. Bonjour, inspecteur. Affaire numéro 1108, prévisualisée par les précogs, enregistrée sur Holosphère par les archives de pré-crime. Mes collègues témoins pour l'affaire 1108 sont le docteur Catherine James et le président de la cour Franck Hollard. Bonjour. Bonjour. Les témoins veulent-ils prévisionner et valider le numéro 1108 maintenant? Réponse affirmative, je valide. Allez-y. On est prêt. L'heure du meurtre, 8h04. C'est dans 24 minutes 13 secondes à partir de maintenant. C'est une boule rouge. Donc on connaît l'argument de cette œuvre célèbre. On a trouvé un moyen technologique de prévoir les crimes avant qu'ils ne soient commis. Et on a mis en place une unité de police spéciale baptisée Pré-crime qui a pour tâche d'arrêter les criminels avant qu'ils commettent leurs crimes. Ça pose évidemment un problème, un énorme problème philosophique et juridique et politique, puisqu'on va arrêter des individus avant qu'ils aient enfreint la loi et qu'on nie ainsi, on refuse de considérer la liberté qu'ils auraient de renoncer à leur funeste projet. Cette présentation du problème que je viens de faire rapidement à l'oral, elle est faite elle-même dans le film au cours d'une visite du ministre de la Justice à l'unité de police pré-crime. Quand les précogs déclarent une victime et un tueur, leurs noms sont incrustés dans le grain du bois. Chaque pièce est unique. La forme et le grain sont uniques. La forme et le grain sont impossibles à contrefaire. Je suis sûr que vous comprenez l'inconvénient légal de la méthodologie de pré-crime. Oui, y revoilà. Je ne suis pas avec l'association de défense des libertés, mais il ne faut pas se tromper. Nous arrêtons des gens qui n'ont pas enfreint la loi. Mais vont le faire. La commission du crime elle-même est absolument métaphysique. Les précogs voient l'avenir et ne se trompent jamais. Mais ce n'est pas l'avenir si vous l'empêchez. Ça ne vous semble pas paradoxal? Si, ça l'est. Vous parlez de prédétermination, ce qui arrive tout le temps. Pourquoi vous l'avez rattrapée? Parce qu'elle allait tomber. Vous êtes certain? Ouais. Mais elle n'est pas tombée. Vous l'avez attrapée. Le fait que vous empêchiez les choses d'arriver ne change pas le fait qu'elles devaient arriver. Jamais eu de fausses preuves irréfutables? Quelqu'un a l'intention de tuer son patron ou sa femme, mais il ne le fera jamais. Comment les précogs font-ils la différence? Les précogs ne voient pas ce que vous avez l'intention de faire. Juste ce que vous allez faire.
Bon, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur cette scène, notamment l'utilisation de la boule de billard, qui est un exemple classique dans l'histoire de la philosophie quand on pense au problème du déterminisme et du libre arbitre. Il y a les objections qui sont avancées par Colin Farrell, hein, le ministre de la Justice, et puis les réponses données par Tom Cruise, qui représente ici le point de vue déterministe. Il y a aussi la démonstration en acte qui est offerte par Tom Cruise quand il lance la boule de billard qui va être rattrapée par Colin Farrell, ce qui prouve que si Colin Farrell a réussi à rattraper la boule de billard, c'est qu'il savait ce qui allait se passer, et notamment que la boule allait tomber sans son intervention, un peu de la même façon que donc, les policiers sont censés arrêter le criminel avant qu'il commette un crime qu'il commettrait sinon. Ce qui m'intéresse, ce que je fais souvent avec les élèves, c'est leur proposer des rudiments d'analyse de plan, puisque ici on a un plan qui est bien évidemment construit, choisi, délibéré de la part du réalisateur, et que son analyse est facile à faire. On a deux points de vue qui s'opposent au sens propre, et puis au sens figuré, on a deux conceptions très différentes de l'être humain. Et cette opposition, il n'est pas difficile de montrer qu'elle est renforcée par le choix du réalisateur de positionner un troisième personnage en premier plan, un personnage dont la nuque est particulièrement musclée, ce qui vient donc renforcer l'idée de hiatus, de fossé, de séparation, d'opposition entre les deux points de vue ou les perspectives qui s'affrontent ici. Ce que je peux aussi faire avec cet extrait, c'est montrer comment, pour enrichir la réflexion et l'analyse, il peut être utile de passer de l'image au texte, puisque le texte, qui est composé des mots et donc des concepts plus aisément discernables, le texte va nous permettre une analyse plus fine encore des idées qui sont impliquées dans cette histoire. On peut le faire quand il s'agit d'une adaptation, ce qui est le cas ici. On peut le faire aussi en récupérant les sous-titres. C'est assez facile à faire sur Internet. On récupère les sous-titres et on fait étudier aux élèves les dialogues du film à partir de ces sous-titres, ce qui fait qu'ensuite le passage à l'écrit devient justifié et plus intéressant pour les élèves. Je passe rapidement sur le troisième emploi qui peut consister à étudier un problème philosophique en étudiant la structure narrative d'un film entier. C'est ce que je faisais quand le désir était encore au programme de philosophie, à savoir jusqu'à l'an dernier, à partir de ce très beau film de Stanley Kubrick, Barry Lyndon. On peut assez facilement montrer que le problème du désir, un des problèmes que pose la notion de désir, c'est celui de savoir qui est acteur dans la relation qui existe entre le sujet désireux et l'objet désirable. Est-ce que c'est l'objet qui attire le sujet un peu comme un aimant parce qu'il serait porteur, cet objet, de qualité désirable, ou bien est-ce que c'est le sujet qui projette sur à peu près n'importe quel objet un désir qui est déjà en lui et qui ne cherche qu'un pôle pour se projeter. Évidemment, ces deux conceptions peuvent être justifiées à partir de différents extraits du film. Et le film permet également de rendre plus complexe encore la réflexion en montrant que le schéma est faux dans la mesure où dans toute forme de désir, il y a toujours un modèle ou un médiateur entre celui qui désire le sujet et ce qui est désiré, l'objet. C'est ce qu'on voit notamment dans cette scène où Barry discute avec son fils. Papa? Yes, Brian? Will you buy me a horse? Will I buy you a horse? Yes, Papa. But you already have little Julia. But Julia is only a pony. I want a real horse. Then I can ride with you on the hunt. Oh, you think you're big enough for the hunt, do you? Oh, yes, Papa. Jonathan Plunkett is only a year older than I am, and he rides with his Papa. Well, I'll have to think about it. Oh, please say yes, Papa. There's nothing I want in the whole world more than a horse. I'll think about it. Oh, thank you, Papa. Thank you. Alors, de nouveau, on peut faire une petite analyse de plan assez facile. On a un plan divisé en deux plans, le premier plan et l'arrière-plan. Cette division, elle est matériellement représentée par le cours d'eau qui sépare les deux côtés de la rive. Et d'un côté, on a deux individus qui se suivent à cheval. Enfin, il y a un poney dans les deux. Et puis de l'autre côté, on a un troupeau de vaches ou de bœufs.
on attire l'attention des élèves sur le caractère grégaire de ces animaux, c'est-à-dire le fait que ces animaux ont tendance à s'imiter les uns les autres, et on se dit que de nouveau le réalisateur a nécessairement choisi que ce troupeau soit à cet endroit, qu'il se déplace dans cette direction à ce moment précis. Et on comprend que c'est un choix formel, technique du réalisateur pour nous dire quelque chose de ce qui se passe au premier plan, à savoir ce caractère mimétique, imiter des désirs. Il y a une première imitation qui est celle du petit garçon. Le petit garçon désire avoir un cheval parce qu'il a un ami, Jonathan Plunkett, qui a 1 an de plus seulement que lui et qui a déjà un cheval pour aller à la chasse à courre avec son papa. Autrement dit, il y a un double désir. On imite le copain et on imite le copain qui lui-même désire faire comme les grands. Donc ça aussi, c'est un désir mimétique, imité de modèles ou de médiateurs. Et si l'enfant va réussir à obtenir son cheval, peut-être que ce n'était pas une bonne idée de lui offrir, c'est parce qu'il a compris que son père fonctionne lui aussi comme ça. Il suffit qu'il lui dise, le père de Jonathan Plunkett lui a offert un cheval, et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi, pour que Barry se sente tenu d'offrir lui aussi un cheval à son fils, puisque dès lors, le père de Jonathan Plunkett devient le modèle ou le médiateur de ce désir de faire aussi bien que lui. Donc on a ainsi l'étude d'un problème philosophique à partir de la structure narrative d'un film. On pourrait montrer que ça va jusqu'à la fin du film, en fait, cette logique mimétique du désir. Quatrième emploi, peut-être moins prévisible que les 3 premiers, c'est ce qu'on peut appeler le teasing cinématographique au service de la philosophie. Le teaser, c'est les bandes annonces qui sont censées nous donner envie d'aller voir un film ou une série télévisée. Et j'ai trouvé qu'en utilisant les extraits tirés d'un même film à différents moments d'un chapitre de cours, je pouvais créer un certain sens du suspense, quelque chose qui avait été théorisé par Hume dans son essai sur la tragédie, en parlant du secret. Voilà ce qu'il disait: si vous aviez l'intention d'émouvoir fortement une personne par le récit d'un événement, la meilleure méthode pour accroître son effet serait de retarder avec art le moment de l'en informer et d'exciter d'abord sa curiosité et son impatience avant de lui livrer le secret. Je fais ça de la façon suivante. Bon, j'ai pas le temps de travailler là-dessus. Le sujet, c'était une notion directement au programme auparavant, mais elle n'a bien sûr pas disparu avec le nouveau programme. Je montre un extrait d'un manga qui est en lien avec l'histoire du film Matrix. Et à la fin de cet extrait, que je ne vous montre pas, là, j'ai pas le temps, j'explique que c'est presque une adaptation littérale d'un très grand texte, d'un très grand philosophe qui s'appelle Descartes, et que dans ce texte de Descartes, il y a une expérience de pensée très, très connue qui va conduire en fait au sens moderne qu'a le mot sujet, et qui est à l'origine du problème philosophique qu'on était censé aborder dans le cours de philosophie. Donc voilà, l'idée c'est, on montre l'extrait, on dit que ça correspond à un texte d'un grand philosophe, et ainsi on suscite un désir de découvrir le texte du philosophe afin de comprendre quel rapport il peut y avoir avec l'extrait. On crée un suspense narratif en fait à partir d'un problème philosophique. La même chose vaut pour ce que je peux faire par rapport au film Johnny s'en va tanker de Dalton Trumbo, quand j'aborde la notion de conscience. Ça permet d'introduire des distinctions, mais en même temps, je vais revenir à la fin du chapitre sur l'histoire du pauvre personnage principal de ce film. C'est un soldat qui a perdu tous ses membres pendant la Première Guerre mondiale et dont on croit qu'il n'a plus conscience parce que son cerveau a été fortement endommagé et qu'il va vivre ainsi enfermé dans son intériorité en attendant que quelqu'un comprenne qu'il est conscient et qu'il faut donc mettre un terme à ses souffrances. Et donc, je vais boucler la boucle narrative en fin de chapitre, en même temps que je bouclerai ma boucle conceptuelle, c'est-à-dire ma réflexion conceptuelle. La même chose vaut pour l'usage que je peux faire des Feux de la rampe de Chaplin, quand il s'agit d'aborder d'abord la théorie freudienne des rêves, et puis ensuite de présenter l'hystérie et la méthode psychanalytique préconisée par Freud. C'est un film sur lequel je vais revenir non seulement à l'intérieur d'un même chapitre, mais je vais même pouvoir m'en servir dans plusieurs chapitres. Donc il y a le suspense qui est créé par le récit dans chacun de ces films. En fait, je m'en sers à plusieurs moments dans mon cours, ce qui fait qu'il y a une impression de lien ou de cohérence qui est donnée, qui fait que
normalement, les élèves se sentent un peu moins perdus. Bref, je m'arrête là sur ces usages et puis j'en viens donc au titre que j'ai donné à cette intervention, à savoir les vertus que j'ai cru trouver à user d'extraits cinématographiques. Alors la première vertu, je l'ai baptisée d'inclusive, dans la mesure où l'une des difficultés de l'enseignement de la philosophie, je pense que ça concerne d'autres enseignements, c'est de ne pas redoubler le risque d'exclusion que comporte l'abstraction conceptuelle par l'usage de références tirées de la haute culture. C'est-à-dire que les références sont censées être là pour rendre plus clair et mieux compréhensible quelque chose qui est moins clair. Mais si on se contente de références qui sont complètement ignorées des élèves et qui, en un sens, leur font peur parce qu'ils savent qu'ils devraient les connaître mais qu'ils ne les maîtrisent pas, on risque de les exclure doublement. On peut considérer, à la suite du philosophe américain Noel Carroll, que le cinéma et les séries télévisées constituent désormais un héritage culturel commun, je le cite, un répertoire de références partagées appelé à jouer le rôle que la Bible, Aristote ou Shakespeare ont joué dans le passé. Donc non seulement je pense avoir fait raccrocher au cours des élèves qui auraient décroché sinon, mais en outre, j'ai apprécié et j'apprécie souvent que les élèves viennent me voir en fin de cours en me disant monsieur, est-ce que vous connaissez tel film ou telle série? Parce que ce que vous avez dit, ça m'a fait penser à ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma et aux séries pour l'enseignement. Un élève, lorsque j'étais stagiaire, est venu me voir en me disant « Vous devriez aller voir Matrix ». Ça correspond assez exactement à ce que vous avez dit sur Descartes. Or, à l'époque, moi, j'étais étudiant en philosophie, donc j'étais snob, c'est-à-dire que je n'allais voir que des films de cinéma, art et essai, et j'avais bien sûr refusé d'aller voir ce film américain, blockbuster, qui était Matrix. Ça m'a fait modifier ma façon de penser. Deuxième vertu, une vertu hypnotique. Alors, il s'agit en fait de résoudre une difficulté qui est assez fréquente, à savoir celle d'obtenir les conditions d'attention et de concentration nécessaires au suivi d'un cours de philosophie. J'ai été étonné par l'efficacité de la méthode. J'avais donc ces gaillards en lycée professionnel, il n'y avait que des garçons qui arrivaient en faisant beaucoup de bruit. J'entendais 3 ou 4 blagues salaces avant qu'ils s'assoient. Et je me demandais comment j'allais réussir à monter jusqu'à l'abstraction conceptuelle de la philosophie. Il suffisait que je lance un extrait pour que le silence se fasse. Et si ça mettait un peu de temps à se faire, de toute façon, je n'avais pas à intervenir parce que ceux qui voulaient suivre demandaient aux autres de se taire. Il y a une vertu d'hypnose qui est donnée par l'image, qui ne doit pas être bannie, je pense, de nos cours, dans la mesure où ça permet un éveil intellectuel. C'est quelque chose qui avait été, par exemple, théorisé par Bergson dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. On va commencer par fixer l'attention, et ensuite, on va pouvoir suggérer le contenu qu'on cherche à suggérer. Cette vertu hypnotique, elle est contrebalancée, à mon sens, par une vertu dynamique. Je trouve que dans les classes particulièrement dissipées, utiliser des extraits, ça peut être un facteur de rythme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des séquences presque chronométrées, millimétrées, sans que ce soit non plus une contrainte qui nous empêche d'avancer comme on souhaite et librement. Et donc la structure, ça va être, on diffuse un extrait, on en discute avec les élèves, et puis on fait une reprise, éventuellement dictée, pour qu'il y ait quelque chose sur le cahier et que les élèves se concentrent davantage qu'au cours de la discussion. Et puis tout de suite, on reprend un nouvel extrait qui nous permet d'avancer dans l'étude du problème à laquelle on se consacre, etc. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait, y compris dans des classes très dissipées. Ça donne du rythme. Autre vertu des extraits, j'ai appelé ça une vertu roborative, c'est-à-dire que ça redonne de l'énergie à l'enseignant. En philosophie, je pense que ça vaut aussi dans d'autres disciplines, mais en tout cas en philosophie, si on veut intéresser les élèves, on est obligé, à chaque fois qu'on présente un problème philosophique, de le penser réellement. On ne peut pas se rapporter au problème philosophique de l'extérieur. Wittgenstein disait « il faut se laisser traîner dans la boue du problème », c'est-à-dire arriver presque au moment où on ne se souvient même plus comment on s'en sort. Donc, il faut s'investir intellectuellement. Mais s'investir intellectuellement dans un problème philosophique, c'est très fatigant, c'est très exigeant. De sorte qu'à un moment donné, il faut pouvoir reprendre sa respiration au sens intellectuel, mais aussi finalement
au sens physique du terme, et les extraits permettent ça. De courts extraits de 2-3 minutes, ça permet aussi aux professeurs de retrouver l'énergie pour ensuite avancer davantage, sachant que peut-être davantage que dans d'autres disciplines, la forme magistrale est souvent nécessaire pour avancer dans le programme. Il y a aussi une vertu fatigue. Alors justement, j'ai profité d'une petite pause grâce à cet extrait qui va vous rappeler que la fonction fatigue du langage dégagée par Jacobson s'intéresse au rôle que joue l'énoncé dans l'interaction sociale entre le locuteur et l'interlocuteur. Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon? Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Non, dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Fais-le, ça. Bonjour. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Mon cas t'intéresse plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens. C'est que tu leur parles d'eux, pas de toi. Et redis-moi bonjour. Bonjour. Non, je l'ai loupé celui-là. Je m'arrête là, vous aurez compris. On a, grâce à la diffusion d'extraits, un dialogue qui s'engage et une relation qui est certainement enrichie par rapport à ce qu'on peut faire d'ordinaire. À ce propos, j'ai trouvé que lorsqu'on demande aux élèves de repérer certaines choses dans des extraits, comme je le fais par exemple avec cette séquence de Stanley Kubrick sur l'évolution de l'histoire de la technique humaine, quand on leur demande de voir des choses, on s'aperçoit qu'ils les voient en général et ils peuvent même découvrir des choses qu'on n'avait pas vues, nous, en tant qu'enseignants, de sorte que ça les met en confiance, y compris ceux qui seraient en difficulté par rapport à l'écrit ou la lecture. Et moi, ça m'a appris que les élèves ont moins besoin d'apprendre à lire les images en apprenant par cœur des termes techniques, du vocabulaire du cinéma par exemple. Ils ont moins besoin d'apprendre ça que de prendre confiance dans leur capacité à décrire leur expérience, ou encore, comme le soutient Jacques Rancière dans Le spectateur émancipé, il faut qu'ils prennent l'idée c'est que leur émancipation n'est pas à faire, mais à préserver des discours qui commencent par les persuader qu'ils ne sont pas capables de penser les images animées par eux-mêmes. Une dernière vertu que j'ai mentionnée déjà, c'est la vertu mnémonique. Les élèves me disent que bien souvent, c'est grâce aux extraits qu'ils se remémorent le mieux les distinctions conceptuelles ou les arguments que nous pouvons mobiliser en cours. Je pense notamment à ces extraits du film Être et avoir de Nicolas Philibert qui fonctionnent vraiment très bien. Les élèves sont attendris par les jeunes élèves qu'ils voient donc dans ce documentaire. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que ce point était lié à la capacité du cinéma de susciter les émotions des élèves, une ressource pathétique au sens de la rhétorique d'Aristote, qu'un enseignement plus traditionnel de la philosophie s'est aussi mobilisé, mais sans en être toujours conscient. Et ça m'a mis sur la voie d'une réflexion plus générale qui était liée à l'idée que la réhabilitation du rôle des images en philosophie, entreprise par Michel Ledeuf en France ou Stanley Cavell aux États-Unis, est peut-être solidaire d'une réhabilitation du rôle des émotions dans la pensée. Voilà, j'ai fait le tour de ces vertus. Je vois que je m'approche dangereusement de 10h30, donc je vais devoir résumer toutes les choses que j'avais encore prévu de vous dire. Peut-être que s'il y a des questions, je pourrais ajouter ces éléments ensuite. Comment trancher? Donc juste annoncer ce que je voulais dire et puis ça sera une espèce d'ouverture. D'abord dire que cette utilisation des extraits m'a conduit à modifier ma pratique dans la préparation des cours et notamment dans un sens vraiment très important qui est celui de la collectivité. En fait, l'idée, ça a été préparer des cours avec des extraits, ça m'a permis de rentrer en contact et de travailler avec des collègues, non seulement donc autour de moi, mais bien au-delà, un peu partout en France et même à l'étranger. Ce que je fais toujours, notamment avec ce groupe Facebook, Enseigner la philosophie
et les séries, avec le cinéma et les séries télévisées. La transformation, elle est liée aussi à l'envie de faire une thèse en philosophie du cinéma et de comprendre un peu mieux ce que j'étais en train de fabriquer, de faire avec les élèves tous les jours en cours, ce qui m'a mis sur la voie d'une compréhension de la philosophie de Stanley Cavell, donc avec une étude, des livres que j'ai fait paraître depuis. Ce cycle Serial Philosophie qui vise à partager, à vulgariser, à rendre populaire la philosophie, comme disait Diderot, par l'intermédiaire des séries télévisées, en lien avec la littérature. Et puis aussi donc une réflexion sur ce que l'expérience cinématographique pourrait nous apprendre sur la morale, sur la vie morale, avec les 2 points sur lesquels je voulais finir par insister, à savoir l'importance pour les professeurs de se confronter à leur expérience cinématographique des films de profs, des films scolaires en général, pour essayer de penser leur rapport aux choses. De mon côté, c'est passé par une lecture que j'ai pu proposer des films Detachment et Be Happy à la fin de mon livre, Cinétique, dans laquelle j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais été autant ému par le film Detachment, où un professeur qui travaille dans des classes difficiles a trouvé pour seul moyen de se détacher de ses émotions et notamment de tout sentiment de fierté. Ça lui permet de subir la violence des élèves sans en souffrir. Et j'ai compris qu'en fait, c'était une mauvaise solution, mon propre détachement, et j'ai appris à me rattacher à mes élèves, y compris émotionnellement, notamment donc grâce à ce film qui nous montre que le détachement est une voie sans issue, mais aussi grâce à une comédie de Mike Leaf qui s'appelle Be Happy. Bon, donc voilà, j'ai appris quelque chose en tant que professionnel de ma réaction à ces films de profs ou ces films scolaires, et je pense que c'est une bonne méthode qu'on peut préconiser. Là encore, c'est le détour par le film qui me permet de mieux me comprendre et de mieux comprendre ma situation professionnelle. Dernier élément, je poursuis avec d'autres collègues depuis plusieurs années un travail dans le cadre d'un dispositif international, donc notamment avec l'Université de Kyoto et Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sur l'éducation à la démocratie. Et j'essaye de montrer comment les séries télévisées et les films peuvent nous aider à proposer des ressources pour cette éducation cruciale, absolument nécessaire à la démocratie. Je l'ai montré avec les enseignements politiques qu'on peut tirer de séries très populaires comme The Walking Dead. J'ai essayé de montrer également, dans d'autres aspects de ma recherche, comment les films d'horreur épidémique avaient pu mieux préparer les fans à la pandémie de Covid-19 que ceux qui ne connaissaient pas ces films. Une étude récemment qui montre ça, qui montre qu'en bleu, les fans de films d'horreur épidémiques étaient mieux préparés, ont mieux vécu le confinement que ceux qui n'avaient jamais vu en rouge les films d'horreur épidémique. Et puis enfin, j'ai cherché à montrer récemment, en décembre, comment une petite lecture très simple, une petite analyse de séquences très célèbres de 12 hommes en colère pouvait mettre en évidence les valeurs fondamentales de justice et d'égalité qui sont au cœur de la démocratie, tout en apprenant aux élèves à se méfier de tous les dispositifs cinématographiques qui propose une esthétisation malsaine de la violence. Je pense notamment à cette série turque qui est financée par Erdogan, le dictateur turc, et qui, en fait, glorifie l'acte de décapitation aux yeux des jeunes musulmans, avec la conséquence que l'on sait sur notre collègue Samuel Paty, puisque son assassin avait posté cette image sur Twitter avant de passer à l'acte. Donc je pense qu'il est absolument nécessaire, c'est ça mon plaidoyer, il est nécessaire de proposer un enseignement du cinéma et l'audiovisuel aux élèves pour qu'ils apprennent à se défendre intellectuellement contre ces procédés, un peu comme la philosophie et d'autres disciplines proposent des enseignements de logique et de rhétorique pour apprendre à se défendre contre les sophismes qui sont sans cesse mobilisés dans les médias. Voilà, je m'arrête là parce que je pense que j'ai dépassé mon temps de parole et je vous remercie de votre attention. Très bien, c'est un timing parfait. En fait, 34 pour 35, tout va bien. Merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très intéressante, très stimulante. Alors, je vous propose les différentes questions. Si vous voulez, je les pose
Je les pose les unes en rapport avec les unes à la suite des autres. La première, il y a une première question sur le fait de pouvoir mettre en lien ce que vous avez présenté avec les professeurs des écoles. Est-ce que vous pensez que, notamment dans l'enseignement moral et civique, ce que vous avez présenté pourrait être adapté pour de jeunes enfants? Alors c'est une très bonne question à laquelle je suis bien embêté de répondre, puisque je n'ai pas cette expérience en fait des élèves, et que le simple fait d'avoir découvert les élèves de première cette année ou l'année dernière avec l'enseignement de spécialité HLP dans le cadre de la réforme, ça m'a fait comprendre qu'on ne pouvait pas enseigner de la même façon à des élèves de première qu'à des élèves de terminale. J'avais déjà découvert en enseignant aussi, bien sûr, en parallèle avec des étudiants et aussi des normaliens. Donc, vraiment, je serais très prudent dans ma réponse. Après, bon, j'ai des enfants qui sont à l'école primaire, et je vois bien comment on peut réfléchir philosophiquement déjà à partir de nombreuses ressources audiovisuelles qu'ils peuvent connaître ou maîtriser. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible, mais je pense que ce ne seront pas nécessairement les mêmes références que celles que moi je me permets de mobiliser en cours avec des étudiants ou des terminales. Mais oui, je pense qu'on peut très très bien faire ce travail, d'autant que ça peut être utile de leur apprendre très tôt et très jeune à décrire ce qu'ils voient, à lire en fait ces images, puisqu'ils sont imprégnés par elles. Je ne sais pas si je réponds totalement à la question, mais je pense que c'est possible. Oui, on peut, mais ça réclame c'est le terme qui est employé dans la question. Ça réclame une adaptation. Ça ne peut pas être simplement transposé d'un niveau à un autre sans réflexion. Merci beaucoup. Il y a une seconde question en fait sur l'utilisation du cinéma dans d'autres disciplines, et notamment par exemple en histoire avec les travaux de Marc Ferro. Est-ce que vous pensez que ce mouvement vers l'utilisation du cinéma chez les philosophes, il correspond en fait à d'autres mouvements dans d'autres disciplines? Oui, alors je suis assez ignorant de ce qui se fait dans les autres disciplines, mais j'ai quand même vu passer et partager sur le réseau Enseigner la philo avec le cinéma plusieurs travaux d'historiens qui semblent excellents, qui semblent tout à fait intéressants. Et j'ai connaissance quand même des travaux de Marc Ferro. Donc c'est une tendance assez générale, qui est même finalement assez ancienne. J'ai été marqué par la visite de Martin Winkler dans le cadre du cycle Serial Philo, et ce qu'il pouvait dire de l'importance des séries télévisées pour l'enseignement de la biologie et de la médecine. C'était vraiment passionnant. Donc voilà un autre exemple. J'avais été étonné, par exemple, d'apprendre qu'un patient avait pu être sauvé parce que un professeur de médecine s'était rappelé ce que le docteur House avait trouvé comme diagnostic dans un des épisodes. Et il se trouvait que c'était exactement le même diagnostic que dans le cas de ce patient, que personne n'arrivait à guérir jusque-là. Donc, oui, il y a une tendance générale très forte, et une tendance qui est accrue, accélérée avec l'émergence des nouvelles séries télévisées depuis le début des années 2000. Et à mon sens, on ne peut que s'en réjouir. Cependant, j'insiste bien sur ma perspective, c'est non pas remplacer les livres par les films ou les séries télévisées, mais au contraire, inciter les élèves à passer des films et des séries télévisées vers les livres pour mieux y revenir ensuite. C'est vraiment le principe du cycle Serial Philosophie, où nous sommes 2 collègues de philosophie à intervenir principalement, mais nous faisons aussi intervenir une collègue de littérature pour montrer que c'est un seul et même intérêt en fait qu'on doit chercher à développer chez le grand public ou chez les élèves, pour la philosophie, la littérature et puis le cinéma pris au sens large. Bien, merci. Il y a encore une question. On vous demande si vous avez regardé la série The Good Place, qui est une comédie américaine qui reprend les concepts de philosophie, donc quelques-uns que vous avez mentionnés, et qui est vraiment très, très clair et très bien fait.
Merci de cette question. Alors, j'ai regardé quelques épisodes. Néanmoins, je me fixe comme règle un principe que j'ai trouvé chez Stanley Cavell, qui est de s'intéresser à son expérience et notamment aux films qui nous plaisent, aux films, aux séries qui nous plaisent ou qui nous intéressent, et pour essayer de savoir pourquoi ça nous intéresse. Donc, il s'agit en fait d'apprendre à comprendre les films et les séries pour apprendre à mieux se connaître. Et je n'ai pas vraiment été séduit par la série, même si je pense qu'on peut tout à fait en mobiliser des extraits pour un enseignement. Et puis après, il y a quelque chose de subjectif. Je ne condamne absolument pas la série ni le goût de ceux qui l'aiment. Mais voilà, j'ai pas voulu explorer davantage. Peut-être une des choses qui m'intéresse dans le cinéma, c'est d'y trouver une pensée philosophique qui ne cherche pas spécialement à adapter cinématographiquement des pensées qui existent déjà. J'ai envie de montrer aux élèves que la philosophie se trouve déjà spontanément dans la vie la plus ordinaire, et que les questions philosophiques se posent d'elles-mêmes et non pas dans un souci d'exposer ou de présenter la philosophie de façon cinématographique. Je ne sais pas si je suis très clair par rapport à ça, mais je préfère trouver de la philosophie dans un film qui n'a aucune prétention philosophique, en un sens, que d'aller chercher des œuvres qui cherchent à transposer des théories philosophiques. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je vais me permettre du coup une question en attendant peut-être s'il y en a d'autres. Vous avez parlé en fait des deux niveaux de la connaissance et de la compétence chez les élèves, pour lesquels, dans le livre que vous avez coordonné, vous avez évoqué un chapitre sur la compétence. J'aimerais en fait vous entendre sur comment les livres, comment les films, pardon, que vous présentez peuvent permettre de développer des compétences. Je développe un peu. En fait, vous voyez, vous avez présenté comment vous utilisiez les différents extraits de films dans votre pratique de manière assez spontanée. Je voyais bien comment un film pouvait permettre d'avoir accès à certaines connaissances. Je voyais bien également comment on pouvait illustrer un certain nombre de concepts par le biais du cinéma, qui est aussi une représentation de la réalité, c'est-à-dire montrer aussi aux élèves comment est-ce que ces concepts philosophiques se posent dans notre vie de tous les jours. J'ai un peu plus de mal à conceptualiser la manière dont on pourrait amener les élèves à développer des compétences. En dehors, vous savez, du décryptage que vous pouvez faire avec vos élèves dans l'accompagnement, le fait de leur montrer, c'est ce que vous avez bien montré par rapport à l'extrait de Barry Lyndon, pour lequel vous montrez bien, enfin voilà, le groupe de vaches grégaires et en fait ces différents éléments. Mais est-ce que en fait des extraits de cinéma en tant que tels peuvent permettre aux élèves de développer des compétences, ou en tout cas d'avoir accès à ces éléments-là, ou est-ce que c'est le travail de l'enseignant sur justement le fait de pouvoir visualiser, incarner des concepts philosophiques qui vont leur permettre de développer leurs compétences? J'espère que j'ai été claire dans ma question. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors bon, d'abord sur le chapitre sur les compétences, hein, c'est lié à l'enseignement tel qu'il se pratique en Belgique, où il n'y a pas à proprement parler de cours de philosophie dans l'équivalent du secondaire. Mais sont des cours, je crois, de morale, de religion, qui vont permettre de développer des choses philosophiques. Et donc, le travail du collègue dans le chapitre, c'était de montrer comment il pouvait justifier son usage philosophique du cinéma par rapport à certaines compétences qui sont présentes dans ce programme belge. Alors ensuite, quant aux compétences que les élèves vont pouvoir acquérir grâce à cet usage, eh bien, je pense d'abord à une première compétence qui est la prise de parole, l'oral. On a en philosophie, au lycée maintenant, avec le nouveau bac, une épreuve de grand oral qui a un coefficient important. Je pense qu'ils vont pouvoir plus spontanément prendre la parole pour décrire ce qu'ils voient que pour intervenir sur un texte philosophique. En tout cas, c'est ce dont j'ai fait l'expérience. Donc, c'est déjà une première chose, hein. Grâce à leur familiarité avec les images,
leur permettre une prise de parole plus facile. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit des problèmes d'exclusion vis-à-vis de la haute culture ou de la culture classique. Certains élèves peuvent être très heureux en fait de montrer qu'ils connaissent très bien une œuvre qui n'est certes pas issue de la culture classique, mais la culture populaire. Un deuxième point, moi, c'est ce que vous venez de rappeler, à savoir des capacités d'analyse. Analyser, c'est décomposer un ensemble, une totalité en ces éléments. C'est une tâche, une activité qui est nécessaire dans toutes les disciplines, à mon sens. Eh bien, c'est une activité à laquelle je peux les entraîner à l'oral comme à l'écrit grâce à la lecture d'images que je préconise. Vous avez compris que assez systématiquement, avant de diffuser un extrait, je leur donne des consignes pour qu'ils aient un rapport actif à l'extrait que je diffuse plutôt qu'un rapport strictement passif. Ce que j'ai théorisé aussi dans un article paru dans la revue de l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public, la PEP, c'est comment on peut s'appuyer sur une expérience d'extrait cinématographique pour aborder l'explication de textes philosophiques. En fait, je m'appuie sur mes connaissances en philosophie du cinéma pour faire travailler les élèves sur une méthode pour analyser un film ou une série ou un épisode de série. Cette méthode, c'est la méthode érothétique qui a été repérée par le philosophe américain Noel Carroll. Alors, la logique érothétique, c'est la logique des questions et des réponses. C'est la logique qui s'étudie, qui s'intéresse à la question de savoir pourquoi certaines réponses à certaines questions sont pertinentes et pourquoi d'autres sont complètement à côté de la plaque, ne sont pas du tout pertinentes. Donc, logique érothétique, c'est ça, la logique des questions et des réponses. Eh bien, ce que soutient Noel Carroll, à la suite d'un réalisateur russe qui s'appelait Pudovkin, c'est que un bon exercice pour analyser un film ou un épisode de série télé, c'est de chercher à noter toutes les questions qui nous viennent à l'esprit au cours du visionnage du film. Parce que ces questions, elles ont été prévues par le scénariste, par le réalisateur, et qu'elles servent à créer notre intérêt et à maintenir du suspense jusqu'à ce que nous recevions les réponses. De sorte qu'à la fin, quand apparaît donc les derniers plans du film, d'habitude, dans la majeure partie des films, nous avons une impression de clôture ou de finalité. Nous pensons qu'il y a une bonne fin, que le film finit comme il devait se finir, c'est-à-dire toutes les questions que nous nous sommes posées ont trouvé une réponse. Donc ça, on peut faire très facilement travailler les élèves sur le début d'un film, par exemple, puisque en général, au début d'un film, il y a les grandes questions directrices du film qui vont être posées. On les fait repérer ces questions, on leur montre comment ces questions sont suscitées par le réalisateur, et puis on leur explique que finalement, c'est la même chose pour les textes en général et pour les textes philosophiques en particulier, puisque l'auteur, lui aussi, n'écrit pas tout seul, pour lui ou pour lui tout seul, il écrit pour un lecteur potentiel qui aura peut-être des questions, qui aura sûrement des questions qui lui viendront à l'esprit. Et donc, on apprend en fait aux élèves à découvrir le concept de forme filmique ou de forme textuelle à partir de cette méthode érothétique des questions et des réponses. Et de cette façon, on rend sensible les élèves à la tâche qui va être la leur en explication de texte, à savoir non seulement répéter ce que dit l'auteur, ce qui ne présente absolument aucun intérêt si c'est juste de la paraphrase, mais aussi et surtout rendre compte de la structure, du plan, de la forme, de la façon dont le texte a été construit consciemment par l'auteur pour susciter des questions et apporter des réponses à ces questions au cours du texte. Donc, je pense qu'on retrouve de cette façon une compétence philosophique majeure, l'explication de texte, et puis je crois avoir déjà dit, donc j'y reviens pas, de quelle façon on pouvait aussi rendre sensibles les élèves à cette étape de position d'un problème philosophique qui est absolument centrale pour l'autre exercice qui est la dissertation. Très bien, je vous remercie beaucoup. Très bien, merci à vous et merci pour vos questions.